Nous sommes de retour grâce à une super régie. Et maintenant, Mustapha va vous présenter comment développer de belles API, des API dont tout le monde a envie d'utiliser. Donc Mustapha, je te laisse la main pour la suite. Parfait, merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis content aujourd'hui de pouvoir partager avec vous ce sujet qui me passionne, que j'aime bien, autour des API. Donc du coup, juste pour commencer, je me présente. Donc je m'appelle Moustapha Ben Osman, je suis Product Manager de la capacité d'échange chez ADO. En fait, c'est tout ce qui regroupe les, les- les échanges de données, que ce soit via Kafka ou via API Management ou via ESB. Donc, voilà, enfin, je suis passionné plutôt pour ce monde d'échanges, hein. Donc j'ai fait beaucoup de choses autour des échanges et aussi j'ai fait aussi pas mal de dev autour de Java et de Go que j'essaie de continuer à faire de temps en temps. Donc juste pour commencer, donc moi je viens d'ADO et pour présenter un petit peu ADO, ADO est un ensemble d'entreprises qui ont pour vocation en fait de participer à améliorer l'habitat dans le monde. Et donc, ADO opère sur trois marchés différents. Le premier qui est autour de l'habitat avec Leroy Merlin et d'autres marques comme Cabane, Brico Center, ainsi de suite, dans d'autres pays. Autour de la déco et la cuisine avec Zodio et finalement autour de la partie professionnelle avec Bricoman. Donc ADO, c'est plus de 150 000 collaborateurs dans le monde. Et dans les 150 000, il y a plus ou moins 4 500 collaborateurs digitaux, donc 4 500 ingénieurs. Et juste pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on doit avoir autour de 2000 produits digitaux, autour de 2000 applications au sein d'ADO à travers le monde. Donc pourquoi je vous parle de ces chiffres-là? C'est juste pour essayer d'expliquer un petit peu le schéma là, que j'ai réutilisé qui vient de Netflix et globalement qui représente à peu près ce qu'on a aujourd'hui chez ADO. Donc c'est énormément d'applications, de plus en plus d'applications en bas de microservices, en architecture microservices. Et justement, il y a beaucoup plus d'échanges entre ces différentes applications pour pouvoir fonctionner. Donc en fait, ce qu'on voit avec la multiplication des microservices et des applications qui sont de plus en plus spécialisées ou découpées, c'est qu'on va avoir beaucoup plus d'échanges et surtout on va avoir un certain découpage de la donnée en fait qui sera différent. Plus sur le grand mainframe où on va récupérer toute la donnée d'un coup, mais on va avoir des morceaux de données qu'on va récupérer de plusieurs applications. Donc aujourd'hui, en fait, quand on parle d'API, en fait, au-delà de pouvoir utiliser des API en interne dans l'écosystème d'ADO, de Leroy Merlin, Zodio, ainsi de suite, il s'agit en fait de pouvoir interconnecter des écosystèmes. Donc, c'est aujourd'hui la façon qui va nous permettre de venir interconnecter des écosystèmes autour du retail, avec des écosystèmes autour de la livraison, autour des fournisseurs, ainsi de suite. Et ça, c'est la promesse en fait qui est derrière les API, au-delà de tout ce qui est connexion ou interconnexion au sein d'un même écosystème. Et juste pour revenir un peu dans le passé, je pense que vous avez déjà certainement vu enfin, ce mail, ce fameux mail de Jeff Bezos, hein. En tout cas, on ne sait pas s'il a vraiment existé. Mais ce qui est intéressant, c'est de vraiment voir le contenu de ce mail et d'essayer de comprendre en 2002, une des premières entreprises plateformes, ce qu'ils ont initié en termes d'interconnexion, en tout cas avec des écosystèmes externes. Donc en fait, la première règle, c'était de dire toutes les équipes vont utiliser, enfin, en tout cas, ils vont exposer leurs données et leurs fonctionnalités par le biais d'interfaces. Là, on parle vraiment de la notion d'interface de service. Ces équipes doivent communiquer entre elles via ces interfaces.
Donc en fait, vraiment, toutes les communications doivent se faire via ces interfaces, mais il y a aussi cette notion aussi d'échanger l'information entre les équipes qui peut passer aussi par ces interfaces. Et globalement, c'est la seule façon on s'autorise pour communiquer. Donc pas de liens directs, pas des bases de données partagées, pas de modèles en mémoire partagée, et ainsi de suite. Et finalement, peu importe la technologie qui est utilisée. Aujourd'hui, on parle d'API, on parle beaucoup d'HTTP, mais en vrai, il y avait déjà du Corba à l'époque. On pouvait déjà en fait utiliser des technologies différentes pour pouvoir créer des interfaces et pour permettre en fait d'échanger de l'information ou des fonctionnalités entre différents systèmes, même si c'est des protocoles personnalisés. Bien sûr, au sein d'une entreprise ou d'une organisation, on va essayer d'utiliser des choses qui sont plutôt cohérentes et qui ne vont pas être exotiques pour pouvoir faciliter en fait ces interconnexions. Et ce qui est important et je trouve vraiment important dans cette, finalement, en fait, dans ce mail, c'est que l'idée, c'est vraiment de concevoir ces interfaces de services, heu, comme si elle allait être vraiment exposée à l'extérieur de l'écosystème de l'entreprise. Ça, c'est vraiment très important parce qu'en fait, ça nous permet, en fait, de nous mettre dans une position où, la façon de modéliser mon API, de designer mon API ou la donnée que je vais partager dans mon API, je vais en fait la rendre agnostique de l'écosystème où je suis et finalement, en fait, se mettre dans cette perspective que je vais le partager à l'extérieur du monde. Donc je ne vais pas utiliser des identifiants internes qui sont connus qu'en interne, je ne vais pas utiliser des abréviations. Je vais essayer vraiment de faire en sorte que mon API peut être comprise de n'importe qui, en fait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très important parce que ça va nous aider justement, déjà, même si on n'expose pas l'API à l'extérieur, ça va aider déjà à l'intérieur de l'écosystème de permettre à des équipes tierces d'utiliser plus facilement, en tout cas de comprendre plus facilement l'API qu'on leur met à disposition. Donc ça, c'est pour la partie, enfin, le petit mail de Jeff Bezos. Et finalement, en fait, ce qu'on garde de tout ça, c'est que, les API, en fait, on parle surtout d'une interface et des interfaces, on en a partout. On a des interfaces, au niveau de nos smartphones qu'on utilise tous les jours avec nos applications, voilà, au quotidien. On a une interface qui est notre clavier qu'on utilise tous les jours pour, interagir avec nos ordinateurs. On a des interfaces qui sont un petit peu plus complexes à utiliser, qui nécessitent un peu plus d'information de formation, hein, comme un cockpit d'avion ou, heu, ou pour une fusée. Donc, mais en tout cas, ce sont aussi des interfaces et on continuera à avoir des interfaces demain. Donc, via des hologrammes ou tout autre type d'interface qu'on peut imaginer. Et donc en fait, une API, j'aime bien cette définition en fait qui est tirée du Design of Web APIs, qui est un livre que je vous recommande, qui est vraiment très orienté qui est orienté sur le design et pas sur l'implémentation, mais vraiment sur la partie design des API. C'est en fait, une API, c'est d'abord et avant tout, une interface. Et c'est quoi une interface? En fait, une interface, c'est un point de contact entre 2 systèmes, entre 2 organisations ou qui vont permettre en fait de se rencontrer et d'interagir. Moi, j'aime bien cette définition parce qu'en fait, ça simplifie vraiment la notion d'API et ça permet en fait de donner quelque chose d'un peu plus concret sur ce que c'est qu'une API. Et dans ces types d'API, bah, en fait, maintenant, on va avoir plusieurs types d'API. Parce que quand on parle d'API, il n'y a pas uniquement les API synchrones, mais on a aussi des API asynchrones. Alors pour faire rapidement, voilà, enfin, je pense que ça parle à la plupart des gens, mais globalement sur, l'API synchrone, c'est globalement l'équivalent d'un appel téléphonique. J'ai besoin d'une information, je compose le numéro de téléphone, heu, je je demande l'information, je la reçois et c'est fini. Par contre, on va parler d'un couplage temporel entre entre les deux personnes, parce que pour pouvoir passer mon coup de téléphone, il faut que de l'autre côté,
le téléphone, soit disponible. Sinon, je ne peux pas avoir mon information. Versus faire de l'asynchrone, où là, on va avoir une third party. Donc c'est un peu l'équivalent d'envoyer des messages, hein, où, globalement, je vais envoyer un SMS. Cet SMS est envoyé vers un opérateur et l'opérateur, il se chargera de le délivrer vers la destination. Et du coup, je ne me soucie plus, en fait, de savoir si, la destination est disponible ou pas, au moment où j'envoie mon message. Et là, on est sur un couplage temporel qui est plus faible. Et donc, pour les API, synchrones, nous, en tout cas, chez ADO, on travaille essentiellement sur le style, d'architecture REST. Donc c'est le style d'architecture, qui a été, théorisé par Roy Fielding, en l'année 2000, exactement, dans son doctorat. Et REST, finalement, c'est un style d'architecture qui va tirer parti, des standards HTTP URI, et les utiliser comme une interface. Donc en fait, c'est ça la spécificité de REST, c'est qu'en fait, on va vraiment utiliser HTTP comme une interface et pas uniquement comme un protocole. C'est-à-dire qu'on va venir utiliser toutes les spécificités de l'HTTP, les verbes, ainsi de suite, pour, les exploiter en fait et les utiliser, au bénéfice des API. Et aujourd'hui, en fait, REST, c'est le standard du web. Donc pour faire simple, heu une API, en style d'architecture REST, consiste à, transférer l'état d'une ressource à un moment donné. Donc on peut imaginer n'importe quelle ressource, la fiche d'un produit, la météo à Lille là, en ce moment même. Donc en fait, je vais capturer l'état de cette ressource et je vais la transférer, au plus vite vers mon destinataire. Donc en fait, on va être vraiment dans des usages très unitaire et très, qui on va aller chercher en fait, une fraîcheur de données qui est très importante. Et sur la partie asynchrone où là, on va avoir une third party, donc ça peut être, enfin plein de solutions sur le marché, hein, donc là, il n'existe pas vraiment de standard, mais globalement, on va avoir, une notion de file d'attente, ou d'une queue ou d'une topic et on va avoir des producteurs qui vont produire des messages et des consommateurs qui vont les lire. Nous, chez ADO, bah, cette partie-là, on travaille essentiellement sur du Kafka, avec des topics Kafka. Après, une fois qu'on a parlé des API, et enfin, des typologies d'API, synchrones ou asynchrones, dans tous les cas, heu, un des éléments les plus importants, c'est la notion de contrat de service. Donc le contrat de service ou le contrat d'interface, heu, c'est finalement, en fait, heu, un agreement, en tout cas, c'est un contrat que je passe moi en tant que provider avec mes consommateurs ou mes futurs consommateurs. Et dans ce contrat d'interface, on va venir définir, la donnée que je vais en fait mettre à disposition via cette API, les fonctionnalités que je vais mettre à disposition et aussi, la définition technique de comment en fait, une personne peut venir consommer mon API et aussi partager des informations autour de c'est quoi le SLA sur cette API, c'est quoi le SLO, ainsi de suite. Et bien sûr, quand on parle d'un contrat, il y a une part d'engagement. Et dans l'engagement, ça peut être sur la disponibilité, ça peut être sur la performance, ça peut être sur, la fréquence et la fraîcheur de la donnée en fait que je vais mettre à disposition et aussi sur la, compatibilité, enfin la rétrocompatibilité. Donc vraiment cette notion de contrat, elle est vraiment très importante parce qu'on va venir enfin les consommateurs, on va venir construire, des choses, par-dessus cette API et justement en fait, en tant que consommateur, quand je vais utiliser une API, j'ai besoin d'avoir ces informations-là, de les comprendre pour pouvoir construire en connaissance de cause. Je vous parle de ça, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez suivi, dans l'actualité, enfin sur Twitter, il y a quelques semaines, ils ont décidé de couper une API. Et cette API, en fait, il y a énormément d'applications qui, se reposaient sur cette API pour, fonctionner. Et ben, toutes les applications ne fonctionnaient plus parce que justement, en fait, il y avait une dépendance forte vers cette API-là. Et justement, cette notion de contrat, ça va venir apporter le principal, c'est pas de forcément avoir une API qui est très disponible ou, qui est très performante ou qui va tout le temps être rétrocompatible. Mais le principal, c'est de poser ça, en fait, noir sur blanc sur un contrat.
en disant: «Voilà, enfin moi je peux, garder une rétrocompatibilité. Par contre, si je passe sur une version majeure, je vais, pouvoir maintenir pendant 2 mois, X mois, l'API, de version, antérieure». Et ça, c'est vraiment très, très important. Pourquoi c'est important? Bah, parce qu'en fait, il y a de l'interdépendance partout. Parce que quand on voit tous ces microservices, tout ce nuage de microservices, bah, en fait, en vrai, c'est un peu comme un château de cartes et c'est des applications, enfin, c'est des microservices qui vont rappeler, qui sont dépendants d'autres microservices, ainsi de suite. Et bah, ça veut dire qu'à un moment donné, si, un des microservices, il tombe et qu'il y a pas, en fait, cet engagement, il y a pas ce contrat entre ces différents microservices, et ben, en fait, on va pouvoir faire tomber tout ce château de cartes, assez facilement. Et donc le développeur, quelle est sa place dans tout ça? Et ben, le développeur, bien sûr, il va développer ses API, mais quand on lui met à disposition une API, et ben, en fait, notre objectif, c'est, de lui permettre de facilement venir créer de la valeur ajoutée avec, l'API qu'on lui met à disposition via ses données ou ses fonctionnalités. Et ça, on sait aujourd'hui qu'il y a une corrélation entre la performance du delivery et la performance de l'organisation, hein. On le voit dans le State of DevOps Report ou dans Accelerate qui expliquait un peu plus simplement. Et ben, moi, je pense que, en améliorant l'expérience développeur, on améliore le software delivery et du coup, on améliore indirectement aussi la performance de l'organisation. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que provider d'API? Bah, en fait, c'est de designer des API qui vont être facilement comprises par nos futurs consommateurs, par les développeurs, pour qu'ils puissent les utiliser rapidement et qu'ils puissent venir créer de la valeur ajoutée. Et bah, quand on parle du coup de designer, j'aime bien reprendre cette phrase de Steve Jobs qui explique que voilà, enfin, le design, c'est pas une question d'apparence, mais c'est une question d'expliquer comment ça marche. Le design, c'est comment ça marche. Et ben, à partir de là, en fait, ce qu'on a essayé de notre côté, c'est de dire: «Bah, OK, comment on peut améliorer en fait, cette étape de conception pour améliorer l'expérience utilisateur lorsqu'ils vont utiliser nos API?» Et ben, en fait, on a essayé de s'inspirer du design thinking. Qu'est-ce que c'est le design thinking? En fait, c'est le processus de conception. C'est un processus de conception qui est centré sur l'utilisateur, ouais, qui est l'humain et qui va permettre, en fait, de réaliser un service ou un produit, qui va être utilisé, par ces humains. Donc en fait, on va parler de plusieurs choses dans le design thinking. On va parler d'empathie, donc se mettre à la place de l'utilisateur, de la créativité, de la co-création, créer des choses avec l'utilisateur, bien sûr d'itérer et avoir le droit à l'erreur. Généralement, quand on parle de design thinking, quand on l'applique souvent, plus sur notre partie UI, on va avoir, différentes étapes. On va avoir l'étape de user research, l'étape de prototypage, l'étape de design et l'implémentation pour finalement arriver à la phase d'itération. Ce que je vous propose moi aujourd'hui, c'est en fait, d'appliquer les mêmes étapes pour designer en fait, une API. Et pour moi, c'est ce que j'appelle une approche, contract first. Donc la première étape, ça consiste à faire de user research. Alors comment on peut faire du user research autour des API? Bah, la première des choses, hein, bah, ça peut sembler banal, mais c'est important de le dire, c'est de demander à ses utilisateurs ce dont ils ont besoin. Surtout quand on a la possibilité de créer des API et qu'on connaît nos utilisateurs, c'est super important en fait de comprendre quel est leur besoin. Et quand on parle de quel est leur besoin, c'est vraiment de comprendre quelles sont les données dont ils ont besoin, quelles sont les fonctionnalités et, et, euh, et aussi dans quel but. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire par là. C'est ce qui nous permettra en fait de mieux comprendre et de mieux répondre en fait à leurs besoins. Et une fois qu'on a ce qu'on itère, hein, si on a des API qui existent déjà, il faut aussi d'essayer de comprendre comment son API est utilisé. Alors pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on se rend compte qu'en fait, notre API peut être utilisé d'une manière détournée, parce que les utilisateurs ont besoin ils ont un certain besoin qui peut pas être,
qui est pas proposée d'une manière simple par notre API et ils trouvent un moyen un peu détourné de pouvoir la réutiliser. Je donne un exemple, qui arrive souvent, c'est, j'ai une API, HTTP REST et puis, j'ai un utilisateur qui va venir scraper tout mon API pour récupérer toute la donnée. Alors que finalement, il pourrait se rediriger vers une API asynchrone qui lui permettrait en fait de synchroniser ces données d'une manière beaucoup plus efficace. Et ça, en fait, c'est en suivant l'utilisation de mes API que je vais comprendre ces éléments-là, via les logs, heu et via, enfin, les solutions d'API management, si vous avez des solutions d'API management. On passe après à la phase de prototypage, où là, on va commencer à prototyper et dans ce cas-là, en fait, on peut utiliser des outils qui nous permettent de commencer à designer, l'interface, le contrat d'interface. Donc ça peut être de l'OpenAPI, du Swagger, de la SyncAPI ou même, en fait, du Data Transfer Object si on est adepte du DDD et qu'on est tous à l'aise avec du DDD, why not? Peu importe. En tout cas, le principal, c'est de commencer à prototyper, à designer cette interface, peu importe avec, de quelle façon, mais en tout cas, le faire et le faire avec l'utilisateur en mode vraiment prototypage et du coup, on peut utiliser des mocks, pour commencer à donner, mettre dans la main l'API des utilisateurs pour pouvoir recueillir des feedbacks très vite et pouvoir adapter notre conception par rapport à ça. Et bien sûr, quand on fait ça, l'objectif, c'est de vérifier que l'API est facilement compréhensible et à utiliser et aussi qu'elle couvre tous les besoins. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'en fait, quand on dit facilement compréhensible, c'est que, globalement, il est super important en fait de se rendre compte, si les utilisateurs en face arrivent à comprendre, par exemple, le lexique ou le jargon qu'on va utiliser dans notre API. Parce que des fois, on a souvent, tendance à enfin, voilà, enfin, baigner sur un sujet donné, sur un domaine donné, on comprend très bien le jargon. Par contre, à l'extérieur, c'est pas forcément facilement compréhensible et ça, c'est important de le définir au moment du prototypage. On passe après à la partie design où on va se baser sur notre prototypage, où on va venir vraiment compléter, le prototype pour faire vraiment un design d'interface complet. On commençons à prendre en compte les contraintes techniques, bien sûr, de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire et bien sûr, ici, ce qui est important, c'est de faire attention à la rétrocompatibilité et quand je parle de rétrocompatibilité, c'est vraiment la compatibilité sur la structure, sur la donnée et aussi sur le la façon comment l'API, réagit, en fait, à des appels. C'est très important parce qu'à ce moment-là, on va comprendre, en fait, si on a besoin de créer une version majeure ou pas. Et pour faire ça, prototypage et la partie design, donc comme je disais, on peut utiliser de l'OpenAPI, sur la part si on fait du REST. On peut utiliser, des DTO si on est adepte de la clean architecture ou l'architecture hexagonale et que voilà, enfin les équipes, ils ont une bonne maîtrise de ça. On peut définir, des DTO, pour expliquer, enfin vraiment ce que l'API va faire. Ou on peut aussi, si on est, adepte du du BDD, on peut utiliser des solutions comme Cucumber qui nous permettraient en fait, finalement, de venir essayer de définir en fait, l'API, la structure de l'API et le comportement de l'API. En tout cas, le plus important, c'est de le faire dans la technologie ou dans l'outil qui est le mieux maîtrisé dans votre écosystème. Et après vient bien sûr la phase de l'implémentation, où on va, commencer à mettre en œuvre l'API en respectant bien sûr, la conception de l'interface et bien sûr on a besoin de faire certains compromis des fois parce que techniquement on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on pourra pas faire tout de suite, qu'on fera plus tard. Et bien sûr vraiment la rétrocompatibilité, c'est l'élément le plus important. Heu et si on peut pas, bah, en fait, on est obligé de mettre une version majeure et maintenir la version, d'avant parce que nos consommateurs, ils ne peuvent pas enfin, ils ont besoin de temps pour pouvoir, évoluer. Mais en tout cas, moi personnellement, souvent je vais faire le maximum pour ne pas, avoir à créer une nouvelle version majeure, pour garder vraiment cette rétrocompatibilité, jusqu'au bout.
Parce qu'en tant que product manager, bah, en fait, si je crée une nouvelle version, bah, je dois maintenir les 2. Et donc en fait, ça me fait un coût supplémentaire de maintenance que je dois maintenir plusieurs mois, avant de pouvoir m'assurer que tout le monde a migré et sur ma nouvelle version. C'est pour ça que je vais vraiment, faire le maximum au niveau de mon design, au moment où je design mon interface, de faire en sorte de trouver des astuces ou des solutions pour éviter d'avoir, de casser la rétrocompatibilité. Et bien sûr, la phase que je pense la plus importante, c'est d'itérer. Itérer, c'est de comprendre comment finalement mon API est utilisée par rapport à ce que j'imaginais au début. Souvent, on peut être vraiment surpris de la façon comment c'est utilisé. C'est important de le comprendre, ça permet de réadapter en fait la conception de l'API pour permettre de finalement encore faciliter plus le travail à mes consommateurs. Et bien sûr, ça permet aussi de prévoir à l'avance les breaking change pour mieux gérer, les la rétrocompatibilité. Chez ADO, on a aussi des solutions qui nous permettent, de venir en fait, gérer tout ce cycle de vie, des contrats et des API. On a notre propre, portail développeur qui regroupe toute la partie API REST, mais aussi toute la partie topic. Ça nous permet en fait d'avoir un catalogue déjà un premier catalogue qui permet aux gens de venir chercher des API, les comprendre, voir leur contrat d'interface, pouvoir faire des fois, des premiers tests et aussi de commencer en fait à utiliser. En tout cas, c'est vraiment notre plateforme qui permet, de mettre en relation des consommateurs et des producteurs d'API, mais ça permet aussi d'un autre côté de récupérer des insights. Ça permet de récupérer des logs, des métriques qui vont finalement, moi en tant que provider d'une API, vont être très intéressantes parce que je vais pouvoir analyser et comprendre comment mes API sont utilisées finalement. Pour aussi aider, sur, toute cette partie-là et enfin surtout sur la partie REST, nous avons travaillé sur des guides, autour du design d'API, surtout sur la partie, REST parce que, comme on le sait, en fait, on peut construire des API, REST de plusieurs façons. Là, ça nous permet, en fait, de garder une certaine harmonie et une certaine, façon homogène qui va permettre en fait d'avoir, se mettre d'accord sur certaines choses, comme comment je peux filtrer, comment je peux faire une recherche full texte, comment je vais paginer. Il y a plusieurs solutions, mais l'idée c'est d'avoir la même, ce qui va faciliter aussi aux différentes équipes en fait de pouvoir venir consommer ces API parce qu'on va les rendre un petit peu plus prévisibles. Et justement, je vous partage quelques idées et astuces qui peuvent servir. Enfin, le premier truc, c'est qu'en fait, bah, voilà, enfin, c'est bateau, hein, mais c'est important de se le dire. Il faut concevoir des API simples et quand, en fait, je parle de simple, c'est vraiment essayer au moindre possible d'utiliser du jargon là, dans ces API-là. Parce qu'il faut vraiment se mettre à la place les utilisateurs qui vont utiliser mon API. Ce sont des utilisateurs qui n'ont pas connaissance forcément de tout mon domaine, mais qui ont besoin d'interagir avec mon domaine. Donc, l'idée, c'est de leur mettre à disposition des interfaces qui vont être le plus simple possible. Concevoir des API prévisibles, et comme enfin, je donnais un exemple tout à l'heure sur la prévisibilité, si par exemple on utilise la même façon de paginer, ça va rendre les API un peu plus prévisibles. On peut prendre l'exemple des dates. Le format de date, si j'ai pas le même format, mon API, elle est pas prévisible. Rendre juste le format des dates pareil partout sur toutes les API, ça les rend plus prévisibles et ça permet de faciliter le travail, aux développeurs. Autre chose, soyez prudent avec les enums, parce que, rajouter une valeur dans une enum, c'est un breaking change. Donc en fait, faut l'utiliser, mais avec parcimonie, parce que des fois, on ne se rend pas compte, que, ça peut facilement, en fait, générer un breaking change. Mettez des métadonnées, dans les entêtes, ça permet de donner plus de contexte à mon API. Quelle est la langue qui est utilisée, en utilisant vraiment au maximum les headers, standards.
Utiliser un minimum de champs obligatoire. Pourquoi? Parce que ça me permet en fait d'éviter d'avoir des break and change. Ça me permet en fait de manipuler plus simplement mon objet et partager le minimum possible de données. Ça peut paraître antinomique, mais l'idée c'est, se mettre en capacité de pouvoir partager toutes les données dont nos utilisateurs ont besoin. Mais par contre, je vais les partager au fur et à mesure qu'il y a un besoin, parce que ça va me permettre en fait de garder plus le contrôle sur le cycle de vie de mon API. Pour résumer quelques takeaways, heu, il faut pas en fait, il s'agit pas de concevoir des API pour connecter des systèmes, mais il s'agit en fait de concevoir des API pour que des développeurs puissent connecter des systèmes. Il faut absolument qu'on voilà, se mette dans cette perspective que en fait, mon API, elle va être utilisée par des développeurs, elle doit être comprise par des développeurs pour qu'ils puissent venir l'interconnecter avec leur propre système. Et pour faire simple, concevez vos API comme vous concevez vos interfaces utilisateurs. Je pense que vous le faites déjà très bien et on peut vraiment s'inspirer de ce monde-là pour pouvoir, concevoir de meilleures API. N'oubliez pas, une API, c'est un contrat entre vous et vos consommateurs. Donc, vous avez des devoirs, heu, vis-à-vis de vos consommateurs et finalement, collecter des feedbacks et itérer au maximum. Je vous laisse un petit slide avec quelques ressources, que voilà, enfin, que je trouve très inspirantes et qui sont super intéressantes autour du design, d'API. Merci à tous pour votre attention. Je ne sais pas si on aura le temps d'avoir des questions. Merci beaucoup, Mustapha. On est en train de scruter s'il y a quelques questions en live. Tac, tac, tac. Non, c'était des questions pour Christophe. Non, bah, tu as l'air d'avoir été très très clair. Cool. Pas de questions. Si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'il y a le Slack d'Archilocus et vous avez toujours la possibilité d'adresser les questions sur Général ou directement à Mustapha. Faites-le sur Général, comme ça tout le monde en bénéficie. Et puis moi, si je vois effectivement que Mustapha n'est pas connecté tout le temps sur le Slack d'Archilocus, eh ben je lui relayerai la question. Donc merci beaucoup Mustapha depuis Lille. Hein. On a eu un petit peu de frayeur au niveau des connexions, mais ça finit par bien se passer. Donc on va enchaîner avec la table ronde, où on a 2 personnes qui seront sur place et une personne qui sera à distance. Donc tout de suite.